Dans Home Cinéma, je reçois la comédienne Géraldine Chaplin, fille d'eux, mais pas seulement, très loin de là. Salut. Avoir dansé avec Marlon Brando sous la caméra de son propre père, un certain Charlie Chaplin, c'est déjà avoir une place au panthéon du 7e art. Mais Géraldine Chaplin, loin d'être prisonnière de ce statut potentiellement pesant, a développé une carrière totalement impressionnante. Depuis son rôle dans Dr Zhivago, classique parmi les classiques, jusqu'à celui des deux sœurs jumelles dans le film belge The Barefoot Emperor, elle tourne avec les plus grands du cinéma mondial. De David Lean à Carlos Saura, de Robert Altman à Martin Scorsese, elle alterne en permanence cinéma d'auteur et production hollywoodienne, comme dans le tout récent Jurassic World Fallen Kingdom. Rencontre avec une comédienne au palmarès imposant, mais à l'enthousiasme toujours intact. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. J'ai l'extraordinaire chance, Géraldine Chaplin, de vous avoir à cette table. Chance, c'est la mienne. Non, c'est la mienne, parce que vous avoir ici, c'est presque un bout du cinéma en lui-même qui est à cette table ici, véritablement. Vous êtes la fille du plus grand génie de l'histoire du cinéma. Qui est là? Ouais, je pèse mes mots, vraiment. Vous-même, vous êtes une actrice qui avait plus de 50 ans de carrière. Vous avez travaillé avec des légendes, beaucoup de légendes. J'ai eu beaucoup de chance. Vraiment, vous êtes devenue une légende vous-même. Non mais vraiment, je le dis très sincèrement, Géraldine, vraiment. Pour toutes ces raisons, je suis vraiment très content de vous avoir à cette table. Le dernier film, le 5e film de Jessica Woodward et Peter Brosnan, c'est The Barefoot Emperor, Nova Europe. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire un petit mot? De quoi ça parle, ce film? Alors, c'est Le Roi des Belges. Donc c'est la suite, un diptyque. Oui. C'est la suite du Roi des Belges. Oui. Hein. Et il arrive sur une île, dans un hôpital qui est tenu par Dr Kroll. Udo Kier, admirable Udo Kier. Génial, oui. Et petit à petit, il se rend compte qu'ils sont prisonniers là et que ce Dr Kroll veut faire une Nova Europa. Ladies and gentlemen, please meet Dr. Ilse von Stroheim, architect of Nova Europa. I'm very proud to introduce you to Nicholas I, Emperor of Europe, formerly known as Nicholas III, King of the Belgians. Comment vous êtes arrivé sur ce projet? C'est quand même incroyable que vous soyez dans ce film. Comment ça s'est passé? Comment vous avez rencontré Peter et Jessica? Mais je ne les ai pas rencontrés. Elle m'a envoyé un scénario et elle m'a envoyé ses films. Mais elle m'a envoyé Le Roi des Belges. J'ai vu ça et je suis morte de rire. J'ai trouvé ça le truc le plus génial que j'avais. Je dis, je veux travailler avec ces gens, je veux être là-dedans. Ils sont fous. Where are you from, Lady Liz? We're from Poland. And you're not alone here. Of course not. Agatha's here. Agatha? My twin sister. I see. You do. We're so glad to hear that. We sensed you might. Vous avez quand même un talent quand même assez incroyable pour provoquer des rencontres et on voit bien que votre carrière est vraiment articulée avec donc il y a des phases évidemment, hein, mais vous avez souvent retravaillé avec les mêmes personnes. Oui, j'ai eu cette chance. On sent qu'il y a vraiment cette idée de clan. Vous êtes profondément ouverte et disponible. C'est-à-dire qu'on dit souvent que vous êtes polyglotte et que vous êtes très européenne, effectivement, mais en même temps, vous avez travaillé partout dans le monde. Oui, beaucoup en Amérique latine aussi. Oui, vous n'avez pas de frontières, en fait. Vous n'avez pas de nationalité. Vous êtes vraiment une citoyenne du monde. J'ai une nationalité. J'ai un passeport britannique. Oui. Et là, je ne sais pas ce qu'il faut faire.
parce que c'est marqué Europe, c'est marqué Union européenne. C'est embêtant, ouais. Ouais. Est-ce que vous pensez que cette espèce de porosité au monde, cette espèce de disponibilité à différentes cultures, est-ce que vous pensez que ça vient de votre enfance, la fuite des États-Unis, la vie d'hôtel en hôtel avant la Suisse, et les collèges anglais, tout ça, est-ce que c'est une manière d'appréhender le monde? Oh, c'est plutôt, je crois, parce que je suis la fille à Charlot. C'est le héros de tout le monde. Et plein de metteurs en scène disent, je sais pas, elle a peut-être du talent, peut-être... Au début, c'était comme ça, c'était tout de suite très, très facile, ça ouvre toutes les portes. Mais vous avez fait une carrière exceptionnelle, Géraldine. Oui, mais parce que aussi je parle 3 langues. Oui, non, mais je ne pense pas que ce soit parce que bien sûr, vous êtes la fille de votre père, mais vous êtes aussi une grande actrice. Et votre carrière, votre filmographie, votre carrière en témoigne. Oui. Vous avez fait des films prodigieux, vous avez pris des risques insensés. Inconsciemment. Oui, mais... Oui. Revenons au début. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tout ça a commencé. Parce qu'au départ, vous voulez faire de la danse. Vous rentrez au ballet. Mon premier amour, c'était le ballet. Ouais. Et après, je dansais tellement bien dans la tête. Et le corps, des fois, ne suivait pas. Donc, c'est un petit problème pour un danseur. Mais pourquoi? Parce que c'était un manque de discipline ou c'était un manque de talent? Non, discipline, j'en avais, c'était un talent. Ouais. J'ai commencé tard. J'ai l'excuse, j'ai commencé tard. Mais bon, je dansais pas tellement. Je savais que je dansais pas tellement bien parce que j'avais pas de boulot. Mais est-ce qu'à cette époque-là, vous vous imaginiez faire l'actrice déjà? Non. Parce que vous avez connu des expériences, notamment sur certains grands films, et notamment Limelight, les Feux de la rampe de votre père. Vous étiez toute petite. Vous aviez quel genre de souvenir de ce tournage? J'ai le souvenir surtout qu'on était tellement heureux parce qu'on n'allait pas à l'école. Donc on allait travailler avec papa. Et je me souviens d'être habillée d'une façon bizarre, avec des bottines bizarres. Et je me souviens de papa. Bon, papa est ivre, et puis il essaye de rentrer. Et puis j'avais une phrase, « Mrs. Allsop's out ». Et après, ma petite sœur me l'a répétée. Et c'était pas sa phrase, c'était la mienne. Mais c'est les seuls souvenirs. Mrs. Allsop's out! Mrs. Allsop's out! Et à ce moment-là, j'imagine plus tard, est-ce que vous aviez déjà la vocation? Vous disiez, je vais être actrice. Après le ballet, non. C'est vraiment, à un moment donné, vous aviez... un caprice. Un caprice. C'est un caprice. Et là, pas de boulot. Et puis, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? J'allais pas rentrer à la maison. Et j'ai dit, je vais être actrice. Ça sera facile avec mon nom. Et c'est vrai. C'était toutes les portes ouvertes. C'était tout à coup. J'avais un agent tout de suite. Le premier film, mon agent a dit, votre premier film, ça doit être avec Belmondo, qui était le grande étoile de l'époque. Et mon premier film a été avec Belmondo. Le film de Jacques Deray. Oui. Et c'était comme ça. Et après, je suis tombée amoureuse de la profession. Après, dans Givago, je me suis rendu compte que c'était pas tellement facile. Non, mais le docteur Givago, donc de David Lean, grand réalisateur anglais, vous propose le rôle de la femme d'Omar Sharif. Le film est un énorme succès. J'imagine que ça a changé complètement votre rapport à la profession, votre rapport... même le regard de votre père a dû changer à ce moment-là. Oui. Oui, parce qu'il était très contre que je sois actrice. Et après, quand il a vu Dr. Givago, je voulais avoir un peu de critique constructive de lui, mais il a dit « Oh no, you're the best thing in it. Tu es la meilleure chose dans le film. » C'était un papa qui parlait tout à coup. C'était plus un critique. Yuri, there's an extraordinary girl at this party. I know, I'm dancing with her. Ça m'a mis une étiquette. C'est actrice de Hollywood. Donc, les films où je voulais travailler, qui étaient surtout en Europe... Parce que vous avez toujours voulu privilégier, en tout cas, les films d'auteur, tout au long de votre carrière. Oui, j'aime faire les films que j'aime voir. Ouais. J'aime bien voir Dr. Givago aussi. Bien sûr, mais c'est un grand film d'auteur, Dr. Givago. Voilà, merci. Voilà. Mais
oui, je voulais travailler, je voulais avoir plus de... Je sais pas. Et je suis restée en Espagne parce que j'ai dit, il y avait un chef de publicité, et je lui ai dit, écoute, s'il y a des jeunes metteurs en scène ici qui veulent... Moi je veux bien, je parlais l'espagnol déjà, et je veux bien travailler, je suis disponible. Et il y avait ce jeune méconnu, talentueux, qui s'appelait Carlos Saura, qui a dit, ah ben j'ai un film. Non, lui, il voulait pas. C'était son producteur. Il disait, ah ben la Chaplin, ouais, c'est bon, ça va nous, ouais, c'est bien. Et Carlos a dit, non, moi je la veux pas. Il a fallu attendre Peppermine frappé. Oui, non, c'était pour Peppermine frappé. Il voulait pas, il avait déjà une catalane. Et puis le producteur a insisté, il dit, écoute, on fait le film parce que avec elle, ça va être plus important. J'étais déjà la chouchou de Paris, j'étais sur les couvertures des journaux, tout ça. Puis Dr Zhivago, c'était pas sorti, mais... Oui, tout le monde en parlait déjà. Oui. ¿Es que te recuerdo a alguien? ¿Qué te parece? ¿Verdad que tengo buen gusto? Claro que sí. Mi enhorabuena a los dos. Avec Carlos Saura, vous allez vivre donc une grande histoire. Vous allez faire 9 films ensemble. C'est vrai? Ouais, 9 films sur 12 ans. Hoy en mi ventana brilla sola y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? À la même époque, vous travaillez avec Robert Altman énormément, donc vous faites le grand écart entre Alan Rudolph, qui était l'assistant de Robert Altman, et pendant 10-12 ans, vous vivez absolument quelque chose d'absolument complètement schizophrénique, et en même temps d'assez prodigieux. Et en même temps, en France aussi, avec Rivette. Oui, c'est ça. Et c'était Rivette, en Amérique. Et en plus, chacun, il me considérait... Je jouais toujours le même rôle dans tous les films. Dans tous les films de Carlos Saura, je faisais lui, son image, c'était la neurasthénie, fragile, névrosée. C'est Altman, c'était la rigolade. Et Rivette, c'était quelque chose à part. C'était très dramatique, c'était autre chose. C'était Rivette. Je suis la dernière maintenant. Votre sang s'est taré. Qu'il coule pour te manger. J'aimerais revenir un petit peu en arrière avec la comtesse de Hong Kong. À ce moment-là, vous avez fait Zhivago. Votre père fait son dernier film, un film qui est un peu douloureux pour lui. Le tournage s'est pas très bien passé. Il y a eu pas mal d'affrontements on raconte qu'il y a eu pas mal d'affrontements entre Marlon Brando et votre papa. Non, c'est les deux étaient les deux, Marlon Brando et Sophie, comme ils appelaient, mon père l'appelait, Sophia. Ils étaient très jaloux l'un de l'autre parce que les deux voulaient être le préféré de papa. Et Marlon, il était d'une méchanceté avec Sophia. Et Sophia allait vers mon père le matin, elle disait, oh, vous avez vu Marlon ce matin, je sais pas, on m'a dit que il est très cerné, enfin, il paraît qu'il était sorti boire, je sais pas. Et papa, il dit, fais voir, non, c'est un jeune galant, non, il faut que... Et Marlon, il a eu sa vengeance. Ils avaient une scène de baiser, et Marlon lui a pris comme ça, et il a fait comme ça, et il s'est arrêté juste quand il allait l'embrasser. Il a dit, maquillage, Sophie, tu as un petit crotte dans... C'était tout le temps des histoires, ils se détestaient. Why this sudden change of attitude? Why yours? You know why. Vous gardez quoi comme souvenir de ce moment? C'était surtout les rigolades avec Sophia Loren, avec Marlon, avec ses jalousies. Je me souviens que pour mon petit rôle, un petit extra, on m'avait coiffée, et Sophia a dit « Oh non, elle est très mal coiffée, c'est moi qui vais la coiffer. » Et Sophia Loren m'a coiffée. Et je disais, c'était Sophia qui m'avait coiffée. Ouais, c'est des sacrés souvenirs. Hein. Oui, non, c'est des beaux souvenirs. De voir papa travailler, c'était toujours très excitant. I've been wondering about the immortality of the soul.
vraiment côtoyé les grands du XXe siècle, hein, les grands artistes du XXe siècle. Vous les avez tous approchés, enfants. Oui, enfants, oui. Picasso. Oui. Cocteau, oui, beaucoup. Je crâne beaucoup. Non, mais c'est pas crâner, c'est votre enfance. Ouais. Quand votre papa fait La Comtesse de Hong Kong, donc que vous assistez au tournage, vous êtes d'une autre génération, les années 60 explosent, il y a énormément de nouveaux metteurs en scène, il y a une autre manière de filmer. On voit bien que c'est l'époque où votre papa, comme Hitchcock, on commence à avoir du mal en fait avec l'appareil cinématographique, c'est-à-dire que l'industrie est en train de changer. Oui. Est-ce que vous voyez des grosses différences entre, par exemple, un tournage comme Limelight, vous étiez petite, mais dans La Comtesse de Hong Kong, et avec d'autres tournages que vous faisiez, alors bien sûr, avec le film de Carlos Saura où il n'y avait pas d'argent, mais même à Robert Altman, où c'était complètement différent, quoi. Oui, non, complètement différent. Et là, papa, il a travaillé en couleur pour la première fois, produit par quelqu'un d'autre pour la première fois. C'était Universal, hein, je crois. Oui. Et puis, il disait, bon, scène sur la plage. Alors on fait une peinture, un décor sur la plage. Mais il faut peut-être y aller, c'est pas... Non, je connais le cinéma. Non, c'est la peinture. On voit, il y a des scènes qui sont sur la plage, l'eau est dessinée. Et ça, c'était très, très différent. Parce que l'industrie est vraiment bouleversée à ce moment-là. Quand vous travaillez avec Altman, c'est une liberté absolument complète. Oui. C'est des films de studio où il y a énormément d'argent, mais c'est une liberté absolument insensée. Oui. Bon, il a fait MASH avant, qui a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent. Oui. Mais lui, il était toujours meilleur quand il avait le couteau dans le cou et quand il était menacé, quand il avait fait quelque chose qui était un mauvais film. Et il en a fait. Oui. Avec Nashville, c'était après, je sais pas quoi, qui avait pas marché. Et il était complètement génial. Et il a ramassé tous les acteurs. Il a dit, bon, venez chez moi. Vous avez tous vos scénarios. Oui, bon, vous les jetez. Quoi? Oui, vous les jetez. Si vous écrivez vos propres scènes, vous composez votre musique, mais les droits sont à moi. Et il faut juste savoir où vous êtes, avec qui vous êtes, parce qu'il y a l'aéroport, après l'autoroute, qui est dans quel endroit, et qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont avec vous. Et ça marchait. Et puis, on va improviser. Moi, je dis, je ne peux pas improviser. Mais on avait tellement envie de lui plaire que c'était... Moi, je ne savais pas que je pouvais être drôle. I feel faint. Just a minute. Hello? Those mangled bodies. Would you go to that popsicle truck and get us a couple of sweet ices? Yeah, okay. There must be about 20 cars. They're all piled up, one on top of the other. Some of them upside down. Oh, no, I saw a leg sticking out. Et il se marrait. Il adorait ses acteurs, il adorait ses scènes. C'était un spectateur incroyable. Et quand le metteur en scène, c'est le spectateur, tout ce que tu veux, c'est lui plaire. Ouais, mais c'est pour ça que les acteurs l'aimaient autant, jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin. Il avait toujours le plus grand casting possible. Oh oui. I wish my cameraman had been here. He's never around when he should be. You see, I need something like this for my documentary. I need it. It's America. Those cars smashing into each other and all those mangled corpses and just bodies. Just a minute. J'aimerais qu'on parle 2 minutes du film de Richard Attenborough qui a consacré donc un biopic à votre papa, avec Robert Downey Jr. qui interprète la vie de votre papa. Le film est admirable, je l'ai revu. C'est un classique, quoi. What do I do? Cut it. No, wait, hold it. I'll keep it going. Big reaction. La particularité de ce film, c'est que vous interprétez votre propre grand-mère. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose de très troublant, non, j'imagine. Votre propre grand-mère, donc, qui était donc la maman de Charlie Chaplin, avec qui, visiblement, il avait un lien sacré et qui a terminé, qui avait des gros problèmes mentaux. Elle était syphilitique. C'est ça, oui. Elle est rentrée, elle était folle. Mais quand Attenborough allait faire le film, j'ai dit, oh là, je sais, je suis pistonnée, là. Je vais avoir un rôle. Et après, j'ai commencé à penser, j'ai dit, je peux pas faire les femmes de papa parce qu'il aimait bien les très jeunes femmes. Et j'étais plus tellement jeune. J'avais pas pensé à la maman, mais Attenborough m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu veux faire? Je dis oui, tout de suite. Et je suis complètement le contraire. Ma grand-mère, elle avait les yeux bleus, elle était blonde, elle était grosse. Je ressemble pas du tout. Mais je disais, bon, comme
Moi, je ressemble à mon père, la mère, oui, maman et papa. Ça a dû être quand même très, très troublant, non, de jouer avec l'acteur qui interprète votre propre père, tout en incarnant votre grand-mère. C'est quand même... moment, le moment de la rencontre, le premier jour de tournage, c'était à Los Angeles, et je l'ai vu apparaître dans cette silhouette lointaine, et c'était papa. Et Robert Downey Jr., il m'a pris dans ses bras, et moi je tremblais, et lui il tremblait aussi. Et je dis, mais attends, c'est mon fils. Non, c'est mon père. Non, mais c'est mon fils. Et lui disait, c'est la fille c'est ma mère. Et on a dit, on va bosser. On oublie tout ça, on va bosser, on va pas faire de... Mais c'était très effrayant. Et après, on est allé bosser, et puis après, ça a marché. I've dreamed of this moment for years. Oh, this is America, Mom. This is where your dreams come true. Lui, il était génial, Robert Downey Jr. Il voulait dormir dans le lit de papa, au manoir. Et mon frère lui a pas laissé. Et lui a dit, c'est Géraldine qui veut pas. Quoi? Quel salaud! Vous avez travaillé aussi avec une autre légende qui est Martin Scorsese, oui. Sur L'âge de l'innocence. Oui. Donc là, vous faites la mère de Winona Ryder. C'est oui. un film particulier dans la carrière de Scorsese, qui est un film vraiment admirable, que j'ai revu aussi récemment. C'est vraiment un film magnifique. Oui, j'adore ce film. D'une beauté incroyable. Il nous avait pris toute une bande d'acteurs anglais pour notre façon de parler, parce qu'il disait l'anglais... Bon, moi, j'étais l'exemple primaire. Faut parler comme Géraldine, parce que ça, c'est l'anglais qui était américain en 1800, je sais pas quoi. Imiter son accent, écouter là. Mais c'était des acteurs anglais qui faisaient des rôles... On était des extras. On était traités comme des figurants, et on était payés comme des figurants, et on était des figurants. Pas dans le film à la fin, mais on était des figurants. Et lui, et tout le monde avait une déprime terrible. Tous ces acteurs avaient une déprime. Parce que, oui, on était jaloux. On voyait Scorsese qui disait à Daniel Day-Lewis, dans l'oreille, Winona Ryder, Michelle Pfeiffer, disait tous les... Et on voulait être dans ce rôle-là et pas être juste des figurants. Est-ce que vous avez connu un autre metteur en scène dans votre carrière longue qui ressemblait au tempérament de votre papa, cette espèce de contrôle fric comme ça qui veut absolument tout... Oh, ils sont tous un peu comme ça. Oui, sauf Jessica. Peut-être qu'elle l'est. Bah oui, je pense. Et c'est un tandem avec Peter. Oui, oui. Avec Peter Brosen, et c'est un Peter, tandem. on ne le voit pas beaucoup. Il est surtout derrière la caméra. Et c'est Jessica qui vient, qui part, qui fait la mise en scène. Et Jessica, elle dit, bon, maintenant, ça, il faut improviser. Et après, elle dit, non. Alors, j'ai écrit ça. Oui, elle est très, très, très contrôle. Tous les grands, même Altman avec cette liberté incroyable, il avait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de films. C'est pour ça qu'il était tellement cher, qu'il était tellement coûteux de faire un film avec lui. Il coupait jamais, et puis après il montait, il avait le montage, mais il contrôlait tout. Et j'aimerais parler aussi de Juan Antonio Bayona, avec qui vous travaillez quand même de manière permanente. Oui. Donc depuis L'Orphelinat, qui a été un film assez incroyable, qui a été un box-office absolument insensé, où vous jouez une exorciste. Oui. C'est un petit gamin qui est venu
sonné à notre porte un dimanche et dit j'ai un scénario, est-ce que je peux vous rentrer, vous voulez boire quelque chose? Et ce gamin, il respirait le cinéma. C'était incroyable. Il m'a dit est-ce que vous accepterez? Et j'ai accepté. Je dis mais ce type, il respire. Je fais oui, bien sûr. Et je l'ai fait. Et après, le film a été tellement de succès. Alors, il croit, ce connard, que je lui porte bonheur. Ah, ben oui. Oui. Non, alors, non, dans mais le prochain film... c'est formidable parce que vous avez fait même Jurassic Park, le dernier. Oui. Et tout à coup, le type, il est en train de faire Jurassic Park, produit par Spielberg. Ouais. L'Orphelinat a été produit par Guillermo del Toro, ce qui n'est pas... Oui. Ce qui n'est pas mal non plus. Maisie! Maisie! Come out! You silly sausage. You did the death of me. You know, one day, my heart might really stop. Then what would you do? Le deuxième film, c'était celui de l'ouragan. Oui, The Impossible. Oui, The Impossible. Alors là, il m'envoie le scénario, il me dit... Et je vois le seul rôle que je peux faire, c'est une vieille qui dit... qui est dans le lit à côté de Naomi Watts et qui vomit plusieurs fois après, qui dit quelque chose de très important et qui meurt. Je dis, c'est la tête pour moi, c'est pour l'âge et tout ça, c'était le seul... J'ai dit, ce rôle-là. Il me dit, ah non, ça on l'a déjà fait. Attends, tu vas être le grand-père écossais. Non, on fait que c'est une grand-mère. Il dit, non, c'est la touriste japonaise. Alors, je lis le scénario, il n'y a pas de touriste japonaise. Non, mais écoute, viens en Thaïlande, facilement dit, et on trouvera quelque chose. Bien, on trouvera. Puis il a écrit une scène merveilleuse. Some of those stars have been burnt out for a long, long time. Did you know that? They're dead, aren't they? They're dead. But once they were so bright that their light is still traveling through space. We can still see them. Vous n'arrêtez pas de travailler, hein, Géraldine. Vous travaillez tout le temps, vous êtes vraiment accro au travail, en fait. Oui, j'aime bien. Tant qu'on me demande, j'y vais. Mais maintenant, j'ai le luxe de faire que ce que je veux. Ah, j'ai fait un film bolivien dernièrement qui s'appelle 98 minutes, 98, 98 minutes, 98 ici. Secondes, Ouais. sans ombre. Et c'est un film bolivien, on m'a envoyé le scénario, je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'est la première fois que j'ai accepté un film pour le scénario. Et Parce que d'habitude, vous acceptez les scénarios pour les metteurs en scène? Oui, pour les metteurs en scène. Ou parce que je connais l'œuvre du metteur en scène. Ouais. Oui, pour moi, je suis de la vieille école, c'est le metteur en scène, c'est tout. Ouais. Maintenant, le prochain, c'est Puerto Rico. Et vous n'arrêtez pas, que ce soit la série, que ce soit le cinéma. Ouais, vous avez un appétit, vous êtes insatiable. Hein. C'est vraiment incroyable. Si j'arrête de travailler, ça me fait rien. J'ai une vie très agréable aussi. Je me plains pas. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et si ça continue, ça continue. Bon, c'est sur ces bonnes paroles, sages paroles que on va conclure cette émission. Je vous remercie beaucoup, Géraldine Chaplin. Merci. C'était une joie énorme, une joie immense de vous recevoir. J'espère que j'ai pas été trop. Non, vous avez été passionnante. Merci beaucoup. Merci. Voilà, cette émission se termine. Vous pouvez la revoir sur le site de BTV. Et moi, je vous retrouve le mois prochain. Salut.